George Stinney est un jeune garçon noir du sud des États-Unis. En 1944, alors âgé de 14 ans, il est accusé du meurtre de 2 filles blanches de 11 et 8 ans. En 83 jours, il est jugé, reconnu coupable et exécuté sur la chaise électrique. Il devient alors le plus jeune condamné à mort des États-Unis au XXe siècle. Mais en 2004, un historien se remet sur l'enquête et le procès est rouvert. Pourquoi un garçon de 14 ans a-t-il été exécuté? Dans quelle Amérique a-t-il été assassiné? Quel procès a-t-il reçu? Qu'a découvert cet historien? Je t'emmène 70 ans en arrière sur une sombre page de l'histoire de l'humanité. Nous sommes le 23 mars 1944 à Alcolu, au sud-est des États-Unis, en Caroline du Sud. George Stinney et sa sœur Aimée, 2 jeunes Afro-Américains, jouent près d'une voie ferrée. Cette voie ferrée, elle est particulière parce qu'elle coupe Alcolu en 2 et symbolise la démarcation entre le quartier noir et le quartier blanc de la ville. On est en plein après-midi quand un fait inhabituel se produit. 2 fillettes blanches apparaissent devant George et Aimée. Si je dis fait inhabituel, c'est parce que nous sommes aux États-Unis pendant la ségrégation et à cette époque, les blancs ne viennent jamais dans la partie noire de la ville. Mais ce jour-là, Betty June Binnicker, 11 ans, et Mary Emma Thames, 8 ans, sont venues y cueillir des fleurs. Elles se présentent donc devant George et Aimée et leur demandent où elles pourraient trouver des maypops. Rapidement, la maypop, c'est une fleur typique de la région qui produit des fruits comestibles. Alors George et Aimée lui répondent qu'ils ne savent pas où en trouver, après quoi ils se séparent. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais dans la soirée, la petite ville ouvrière d'Alcolu s'agite. 2 jeunes filles sont portées disparues. Betty June et Mary Emma ne sont jamais rentrées chez elles. Les recherches s'organisent, George Stinney et son père y participent même. Il faudra peu de temps aux équipes de recherche pour retrouver les cadavres des filles dans un fossé. Nous sommes le 24 mars 1944, Alcolu est horrifié, les 2 fillettes ont été battues à mort avec un crampon de chemin de fer. Le même jour, la police débarque chez les Stinney et embarque le petit George. Sa sœur Aimée a tout juste le temps de lui demander où il va et George lui répond « Va trouver Charles et Catherine et dis-leur qu'on m'a emmené ». En fait, pour la police, il est le dernier à avoir vu les fillettes vivantes et donc le suspect numéro 1. George Stinney, alors âgé de 14 ans, est accusé d'homicide avec préméditation et 83 jours plus tard, il est exécuté sur la chaise électrique. Alors comment s'est déroulé le procès et quelles sont les preuves menant à l'exécution d'un mineur de 14 ans? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant que je te parle du procès, il faut absolument que je te remette dans le contexte de l'Amérique des lois Jim Crow. Parce que ce procès, il est indissociable de l'Amérique qui prend racine en 1869. Cette année-là, le pays sort de la guerre de sécession, une guerre qui a opposé les États du Nord, l'Union, aux États du Sud, la Confédération. Le Nord y fonctionnait en économie ouverte et voulait abolir l'esclavage, mais le Sud, qui se basait sur l'agriculture, voulait le garder. A noter qu'aux États-Unis, avant la guerre de sécession, l'esclavage avait pris tellement d'ampleur qu'un tiers de la population appartenait à 3% de la population. En 1861, la guerre civile éclate et après 4 ans d'une guerre fratricide, les armées du Sud finissent par se rendre. La conséquence directe de cette guerre, c'est la modification de la Constitution des États-Unis. En 1865, l'esclavage est aboli par le 13e amendement. En 1866, la citoyenneté est garantie aux personnes nées aux États-Unis, c'est le 14e amendement. Et en 1969, le droit de vote est garanti quelle que soit la race. Bref, sur le papier, les esclaves ne le sont plus et les noirs deviennent l'égal des blancs. Un vent de liberté souffle sur l'Amérique, les représentants noirs apparaissent en politique, d'anciens esclaves deviennent même sénateurs et débarquent à Washington, mais les blancs du Sud ne lâchent rien. Grâce à des stratagèmes politiques, les noirs vont être peu à peu éliminés du système. Les propriétaires terriens, les industriels, les gros marchands, les blancs pauvres en concurrence avec la main-d'œuvre noire, tous vont s'allier pour exclure les anciens esclaves. La ségrégation existe donc officieusement et pour ces blancs-là, il ne reste plus qu'à instaurer un système légal. Et c'est ce qui va se passer. En Louisiane, au Mississippi, en Alabama, dans l'Arkansas, en Géorgie, en Caroline du Sud, en Floride et en Virginie, tous légifèrent la ségrégation. Les lois Jim Crow sont promulguées. Elles imposent une séparation sociale entre les noirs et les blancs dans les États du Sud. Dorénavant, dans les trains, les tramways, les bateaux, les toilettes, les écoles, les lieux de résidence, les hôpitaux, les hospices et les orphelinats, les noirs devront être séparés des blancs. Ces lois se basent sur un principe, separate but equal. Comme le dit si bien C. Van Woodward, ces lois confèrent à la violence raciale la dignité de la loi. Alors il est important de comprendre que durant cette période, les blancs étaient convaincus que les Afro-Américains leur étaient inférieurs, aussi bien en intelligence qu'en caractère. Ce qui paraît évidemment invraisemblable. Pap Ndiaye, enseignant-chercheur historien, explique dans la revue L'Histoire que la majorité des journaux et des magazines publiaient des articles sur la supériorité des anglo-saxons et l'infériorité des noirs. Des pontes confirmaient chaque jour les préjugés racistes de chaque
chacun, rares étaient ceux qui réfutaient une telle hiérarchisation de la société. Alors bien sûr, il y a encore plein de choses à ajouter sur ce sujet. Si tu veux que j'en fasse une vidéo plus détaillée, dis-le moi en commentaire. Et maintenant que tu comprends mieux l'Amérique ségrégationniste, revenons-en à George Stinney. C'est donc dans cette Amérique manichéenne que va avoir lieu le procès de George Stinney. Il se déroule dans le comté de Clarendon, devant 1500 personnes, débute à 12h30 et durera 3 heures. 3 heures durant laquelle l'avocat de George n'intervient tout simplement pas, 3 heures à l'issue desquelles le jury composé de 12 hommes blancs délibère en tout et pour tout pendant 10 minutes, 3 heures qui déclarent George Stinney coupable. C'est important de noter qu'à cette époque-là, en Caroline du Sud, est considérée comme adulte toute personne de plus de 14 ans. Alors, ce qui attend George Stinney, condamné pour homicide volontaire, c'est la chaise électrique. Les églises locales et la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, demanderont au gouverneur l'annulation de la sentence. Olin Johnston reçoit ainsi des centaines de lettres de personnes qui demandent de changer la peine de mort en peine de prison à perpétuité. En comparaison, par exemple, on lui citait la condamnation à 20 ans de prison d'un jeune blanc de 16 ans qui avait été condamné pour meurtre et viol à Paris Island, aussi en Caroline du Sud. Et il a répondu d'une lettre expliquant « Il peut être intéressant pour vous de savoir que Stinney a tué la petite fille pour violer la plus grande. Il a ensuite tué la plus grande et violé son cadavre. 20 minutes plus tard, il est revenu et a tenté de la violer à nouveau, mais son corps était trop froid. Tout cela, il a admis lui-même. Tu l'as compris, il ne fera rien pour sauver Stinney, et dans la suite de cette vidéo, tu verras que toutes ces affirmations seront démenties. Après le procès, les parents de George n'ont pu rendre visite qu'une seule fois à leur fils. Sa sœur, qui l'a vu pour la dernière fois le 24 mars, ne le reverra que dans son cercueil. Le 16 juin 1944, 83 jours après la disparition des petites filles, Stinney avance vers la chaise électrique avec une bible en guise de réhausseur. Il est difficile à sangler, lui qui ne mesure qu'1,52 m et ne pèse que 43 kg. Il prend une première décharge de 2400 volts. Pendant la décharge, le masque destiné à cacher son visage trop grand tombe et découvre ses yeux apeurés. 2 décharges suivront et George Stinney est déclaré mort le 16 juin 1944. Ce n'est que 70 ans plus tard qu'un historien va se pencher sur ce procès et découvrir la vérité derrière ce dernier. Mais avant de parler de la reprise du procès au début du 21e siècle, il est important de comprendre que la deuxième moitié du 20e siècle, après la mort de George, a été cruciale pour les Afro-Américains. Et ça a commencé dès la Seconde Guerre mondiale. D'une part, les comparaisons entre le fascisme nazi et la ségrégation américaine vont ouvrir les yeux d'une partie du pays, et puis d'autre part, sur le champ de bataille, les Afro-Américains combattent au même titre que les Blancs, et ainsi le million de Noirs américains qui s'étaient engagés sur le front revient avec des idées nouvelles. Ils vont s'organiser en association pour faire entendre leur voix et le mouvement pour les droits civiques est en train de naître. En 1954, la Cour suprême déclare inconstitutionnelle la ségrégation dans les écoles élémentaires, c'est ce qu'on appelle le Brown versus Board of Education. Un an plus tard, le 1er décembre 1955, à Montgomery en Alabama, Rosa Parks est arrêtée et condamnée pour avoir refusé de laisser sa place de bus à un passager blanc. Guidé par Martin Luther King, le boycott des bus est mis en place, il durera 381 jours et le 13 novembre 1956, un arrêt de la Cour suprême déclare que la ségrégation dans les bus est illégale. En 1963 prend place la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, c'est l'apogée de la bataille pour les droits civiques et c'est aussi le lieu du célèbre discours I Have a Dream par Martin Luther King. 200 000 personnes s'y réunissent. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. Le 2 juillet 1964, Lyndon B. Johnson fait appliquer le Civil Rights Act. Cette loi rend illégale toute discrimination de race, de couleur, de religion, de sexe ou d'origine. Et puis finalement, en 1965, le Voting Rights Act met fin aux restrictions du droit de vote. Ainsi, les principes de la Constitution de 1869 vont pouvoir pleinement se concrétiser. C'est donc 40 ans après le Civil Rights Act et 70 ans après la mort de George que l'historien George Frierson enquête sur l'affaire Stinney. Il fait alors émerger de nouvelles preuves. Et c'est sous ce nouvel éclairage que 2 avocats, Mackenzie et Matt Burgess, demandent à un juge de réexaminer le procès. Certains éléments sont repris et notamment le fait que la déclaration du frère et de la sœur de George sur leur présence avec lui lors des événements n'a jamais été entendue. Ensuite, une déclaration authentifiée du révérend Francis Batson est mise
mise en avant. Il explique qu'il a retrouvé les filles dans un fossé rempli d'eau et qu'il n'y avait que très peu de sang autour. Il aurait donc fallu que les filles soient déplacées, ce qui n'était pas possible pour cet enfant de 14 ans, pesant 43 kg et mesurant 1,52 m. Une déclaration sous serment a aussi été rapportée de Wilford Johnny Hunter, alors en prison avec George Stinney, et le petit George lui avait dit qu'on lui avait fait avouer les meurtres. Autre fait, les accusations de viol venant du gouverneur, Olin Johnston, ont été invalidées par le rapport médical, l'hymen de chacune des filles étant intact. C'est intéressant aussi de savoir qu'Olin Johnston, au moment du procès, se présentait au Sénat, tout comme l'avocat commis d'office de George Stinney. Les deux devaient donc avoir l'opinion publique avec eux. Par ailleurs, 2 transcriptions d'aveux différentes de George Stinney existent. Les avocats pensent que la police proposait des scénarios et qu'ils n'avaient qu'à dire « oui monsieur » parce que les aveux de George ont changé au cours de l'affaire, l'arme du crime passant d'un morceau de fer à un pic puis à un pic de chemin de fer. Le juge Carmen Muller, qui a dû se prononcer à la suite de cette enquête, a finalement décidé d'annuler la condamnation de George Stinney. Elle déclare qu'il n'est pas impossible que George ait commis ces crimes, mais que ses droits procéduraux réguliers ont été violés. Et qu'en plus, il est très probable que l'accusé ait été contraint d'avouer ses crimes en tant que jeune noir de 14 ans face à des policiers blancs. Elle ajoute aussi que prononcés sans la présence d'un avocat ou de ses parents, ces aveux ne sont pas valables au regard de la Constitution, tout comme les méthodes employées pendant l'interrogatoire. Elle précise aussi que l'avocat n'a rien fait pour défendre Stinney et n'avait même pas déposé d'appel ou de sursis à l'exécution. Pour conclure, je te résume cette affaire en 5 points importants. En 1944, George Stinney, âgé de 14 ans, a été accusé du meurtre de 2 fillettes de 8 et 11 ans. Il a grandi dans une Amérique ségrégationniste, héritage de la guerre de sécession, formatée aux préjugés raciaux plaçant les blancs au-dessus des noirs. Il a été déclaré coupable sans aucune forme de procès en 83 jours. En 1964, 20 ans après sa mort, le Civil Rights Act mettait fin à la ségrégation au terme d'un combat acharné des Afro-Américains. George a été finalement blanchi en 2013 par un juge déclarant que son procès n'était pas constitutionnel. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à aller voir les 100 faits sur les États-Unis où tu apprendras notamment ce qu'a expérimenté la CIA. Elle a fait des tests horribles sur les citoyens d'Amérique pour essayer de créer une nouvelle arme contre les Russes. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de travailler dessus et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Ciao! Je lève la tête, j'ouvre les yeux, je prends de la hauteur.